Mesdames et messieurs, bienvenue à ces tout premiers numéros de notre émission numériqueactu.cd. Durant ces rendez-vous, il sera question de vous informer sur toute l'actualité sur le numérique et ses acteurs en République démocratique du Congo. Avec notre invité de séjour qui vous sera présenté incessamment, il sera question de faire un aperçu sur le numérique congolais durant la fin de la dernière décennie jusqu'à ces jours. Nous allons le présenter. Bonjour, Monsieur Eric. Merci pour cette présentation. Monsieur Eric, serez-vous d'accord avec moi qu'en République démocratique du Congo, le numérique a fait son entrée remarquable durant la fin de la dernière décennie, précisément avec l'accession du président Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et depuis cette période jusqu'à ces jours, quelle est votre lecture de ces secteurs du numérique dans le pays? Merci, madame. Malheureusement, le numérique n'a pas fait. C'est ça qui fait le base. Alors, sa contribution, j'adore votre question. Apparemment, comme on n'avait pas un fonds de service universel qui était opérationnalisé avec la loi cadre en vigueur 013/2002 du 16 octobre 2002, qui a été complété par la loi 014 créant l'autorité de régulation des postes et des télécoms, qui dans son énoncé des motifs avait aussi parlé du fonds de service universel. C'est quoi le service universel? C'est la déclaration de l'État qui doit donner aux citoyens congolais l'accès aux services de télécommunications de base, la téléphonie et le téléx à l'époque. Et donc, cette déclaration devait se suivre avec le sens de responsabilité de créer une caisse dans les revenus des télécoms, réinvestir pour le développement des réseaux, le développement de l'accès au réseau, parce que c'est ça le numérique. C'est un concept, mais il se met en œuvre d'abord par la promotion de l'accès au réseau haut débit. On n'a pas de capacité. La portion qui s'est développée, c'est les mobiles, mais les réseaux sont très limités. Même la 4G, quand on parle de 4G, on n'a pas encore de 4G en RDC. Nous sommes dans la 2G replanifiée dans le spectre hertzien de par leur concession de services publics qui nous donne certains débits au-delà de 20 mégabits par seconde, mais c'est de la technologie. Alors ici, comme je dis, le fonds de service universel, c'était pour encourager le citoyen par l'investissement dans le secteur. Et comme la caisse n'a pas été opérationnalisée, je pense que l'autorité de régulation a réfléchi par des mécanismes d'avoir un peu du cash qui ne va pas au trésor pour réinvestir dans le secteur. C'est là où il y a eu un problème. Mais ça fait 19 ans, 18 ans qu'on a une loi qui avait promis qu'on créerait une caisse, un fonds de service universel de revenus des télécoms qui devait être reversé pour développer le secteur. Comme ça n'a pas suivi, c'est lui qui devait donc gérer cette caisse, c'est l'autorité de régulation dans l'énoncé de motifs de la loi 014. Je pense qu'ils ont réfléchi à des mécanismes pour avoir de l'argent rapide qu'on peut réinvestir dans, je vis de Wi-Fi, des choses et tout. Je pense bien. Alors, peut-être ça a été mal fait, ça a été mal pris et ça fait le tollé que vous voyez sur la toile, je pense. Mais je n'ai été associé ni de loin ni de près au RAM. C'est une réflexion d'un professionnel de l'industrie. Voilà. Ok, le télécom c'est dans le numérique, mais je vais un peu rentrer dans le numérique vraiment. Et en 2019, nous avons vu valider le plan national du numérique Horizon 2025. Et récemment, avec le ministère du numérique, il s'est tenu un atelier sur la transformation du programme numérique de la RDC Horizon 2023. Et pensez-vous que c'était nécessaire de tenir cet atelier puisque le plan déjà jusqu'à ce jour n'a pas donné ses fruits? Vous avez une très bonne question et j'aime la manière dont vous les posez. Écoutez, le plan national du numérique, il y a des images recherchées. J'ai parlé sur ce plan. J'ai bien dit d'abord que, le conseiller spécial en charge de la numérisation qui appartient au cabinet du chef de l'État, donc la présidence qui n'est pas un organe institutionnel, qui souffle dans les oreilles du chef de l'État, c'est qu'il doit dire, dont le président a rêvé donc de faire du numérique d'un levier d'intégration, avait bien fait. Mais maintenant, son plan devait être versé dans le gouvernement pour adoption et mise en œuvre. Je l'ai dit il y a 2 ans. J'avais dit que ce plan ne sera jamais mis en œuvre. Les images sont là. Et il ne sera mis en œuvre parce que quand le gouvernement, qui est le bras exécutif,
dans son plan stratégique national de développement adopté à Zongo, va dire que c'est un plan bien, le révisiter et le mettre en œuvre. Ça a été dit en 2019, c'est aujourd'hui justement que dans la mise en œuvre de ce plan, le gouvernement le prend et l'ouvre par des consultations du programme de transformation numérique qui est quoi la transformation numérique? C'est juste embrasser la technologie et dans tous les secteurs des activités de l'État. C'est tout. Ce n'est pas des termes compliqués. Programme, c'est un programme. Transformation numérique, c'est un terme dédié qui veut dire embrasser la technologie et l'appliquer dans tous les secteurs, de la santé, de l'éducation. C'est ça la transformation numérique. Alors, sur base d'un plan qui avait été proposé, le gouvernement ouvre ce plan pour voir qu'est-ce qu'on va faire d'ici 1 à 2 années pour la transformation numérique, dans l'adoption de la technologie dans tous les secteurs de l'État. Et j'aime la manière dont ça a été fait. Coup de chapeau au ministre Ebérande et son cabinet, que je salue les conseillers que je connais là-bas, comme par hasard. J'étais très ravi de voir les compétences qui sont dans ce cabinet. C'est quoi? C'est d'accompagner chaque secteur de l'économie, chaque secteur de l'administration publique pour qu'ils embrassent la technologie dans la vision qu'ils ont déjà et avec une méthode, parce que c'est ça aussi l'économie numérique, c'est l'application d'un plan stratégique bien élaboré et bien suivi pour arriver à un résultat de numérisation effective. Donc je pense que oui, il fallait cet atelier comme signal fort, mais ce n'est pas encore suffisant. Le gouvernement qui est le seul patron de l'exécutif doit entériner même ce qu'un ministre a fait au cours d'un conseil de ministres, ça doit être validé. C'est ce que les conseillers m'ont dit, c'est ce que j'ai dit il y a 2 ans. Donc c'était bien pour ouvrir le PNN comme j'avais toujours conseillé. Maintenant que c'est sur la table du gouvernement pour adoption, après avoir peaufiné les petites choses, ça va être adopté et tout le monde saura que le PNN s'appelle maintenant peut-être autre chose ou reste PNN, a été validé sur ce format-ci et va être mis en œuvre. Et pour finir sur cette question, le ministre Okunji, lors de la clôture des travaux au PNN, j'y étais. Il a dit, merci de me donner ça, mais ce n'est pas à moi. Je vais l'amener où? Au gouvernement, pour le présenter afin qu'on puisse l'étudier et l'adopter. Ceux qui étaient là, qui avaient écouté comme moi, nous sommes dans les politiques publiques. Nous n'allons pas à gauche, à droite. On reste sur la réglementation, les textes existants, les lois ad hoc, les mesures d'accompagnement, les décrets. On descend jusqu'aux arrêtés, on descend jusqu'aux édits. On ne peut pas faire autre chose que ce qui est écrit. Je l'ai toujours dit et moi je suis l'homme le plus heureux parce que le schéma préconisé est en train d'être suivi, hélas, après avoir perdu 2 ans. Mais maintenant que le gouvernement l'a adopté, il y a quand même à espérer. Pas encore adopté. En cours d'adoption, sur proposition du ministre qui l'a réouvert, l'a étudié, tamisé. Quand il termine le tamisage, le produit fini va être proposé pour adoption. Nous ne sommes pas encore à l'adoption, madame, c'est ce que j'ai expliqué. D'accord, mais on peut quand même espérer de la transformation numérique partant de cet atelier. La transformation, le numérique existe depuis 40 ans déjà dans ce pays. La transformation numérique ne dépend pas de cet atelier. C'est quoi la transformation numérique? C'est prendre la technologie et l'adopter dans ce que vous faites déjà. La DGDA utilise Sidonia pour faire la douane. Vous déclarez, vous êtes entreprise, vous voulez importer. Vous tapez déjà vos marchandises, vous ouvrez une licence d'importation. Votre banque que vous choisissez dans le menu reçoit la requête, ouvre avec Isis à la Banque centrale une licence d'importation et on sait qu'est-ce qui va arriver. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas cet atelier qui va transformer la RDC. La transformation numérique, c'est l'adoption de la technologie dans les secteurs de la vie, ça se fait déjà. Mais cet atelier fait quoi? Un programme, un plan stratégique, aligne les priorités du gouvernement, fait un budget acceptable, voit les priorités, écrit une feuille de route et investit tant soit peu et accompagne les autres investissements de l'appui au développement, par exemple les programmes de développement d'appui international et tout ça, et essaie d'encadrer. C'est ça, c'est juste coordonné parce que c'est allé en désordre, il fallait. Mais ce n'est pas une création. Non, la transformation numérique existe déjà. Elle est déjà dans la santé, dans beaucoup de les finances, beaucoup de départements de l'État déjà ont embrassé la technologie pour numériser leur processus. Mais le ministère, patron sectoriel, vient organiser pour accompagner, comme eux-mêmes ont dit, chaque ministère dans leur programme pour qu'ils réussissent. C'est ça qu'ils font.
D'accord, le temps nous fait défaut, on ne saura pas épuiser toutes les questions, mais quand même, l'écosystème du numérique congolais renferme plusieurs innovateurs qui évoluent, qui émergent chacun dans ce domaine. Y a-t-il un qui, jusque-là, vous a épaté avec son travail ou son innovation? Propriété congolaise. Les innovateurs, il y a des applications qui se créent, il y a des startups qui naissent avec des solutions qui aident la population. Et y a-t-il Bon, un les qui... mobile money, c'est la plus ingénieuse des inventions. Malheureusement, ce n'est pas congolais. MPC est parti de Safaricom au Kenya. La fintech, qui est donc la finance appuyée par la technologie, nous avons des jeunes frères aujourd'hui qui ont repris aussi et des amis, hein, donc qui essayent de travailler dans les solutions innovantes de paiement et tout ça. Coup de chapeau, mais ce n'est pas une invention congolaise. Donc je veux bien répondre à votre question que les spécificités congolaises, parce que jusqu'à présent je n'en vois pas, mais l'identification, l'évaluation, la validation et l'utilisation des technologies adéquates. Oui, coup de chapeau, hein, on a de très bons choix des technologies. Mais je ne sais pas quel Congolais a inventé vraiment quelque chose qui a changé la donne. Si vous en avez, je peux commenter. Mais ce qui m'affecte, moi, le mobile money, tout ça, c'est venu du Kenya. Dans Et tout ça. l'éducation, par exemple. Ah, voilà, dans l'éducation avec notre ami School Up, c'est ça? Voilà. Par exemple. Voilà, bon, voilà, c'est bon, c'est pas une invention, mais c'est une innovation. J'aime beaucoup le choix de vous. Voilà, donc cette innovation pour adapter aux réalités congolaises. Coup de chapeau à monsieur, je le son Pascal, je pense Kanik. Voilà. Maxi Cash, vous aimez saluer les gens. Rudy Moukwam, que je connais depuis 20 ans. Coup de chapeau à tous ces précurseurs dans l'innovation et qui vont vraiment faire notre fierté. C'est ça que je voulais que je dise. Moi, j'aime pas les polémiques. Tel va me dire, tu vas pas citer tout ça. Non, même si je ne sais pas de citer le nom, mais juste... Oui, Pascal Kanik, Rudy Moukwam, Albert Kabea, un vieux loup de la finance fintech aussi. Et pour citer, à votre avis, quelle est la tendance tech qui peut déclencher l'envol du pays aux standards internationaux? L'inclusion financière, mobile money, il ne faut pas négliger parce qu'il y a avec la Banque centrale qui encourage d'éviter de toucher le cash, je pense que Maxi Cash doit aussi repenser son approche et voir cette inclusion financière sous un autre angle. Je vois aussi avec le télétravail aujourd'hui, il faut une innovation pour que ce ne soit pas seulement Zoom. On ne va pas réinventer des codecs. Zoom a battu tout le monde. Skype, aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais voir dans le télétravail, quelle est l'offre aujourd'hui que le Congolais peut mettre. Parce qu'avec la Covid, je pense que notre manière d'évoluer va changer carrément. Alors, il faudra voir la manière dont on peut faire vos émissions, les studios mobiles, les gens qui vont avoir des fly case, je pense, pour venir me faire mon interview à la maison, mais on se sépare bien, on est en train de me poser les questions avec une bonne passante adéquate, vous ne m'attendez pas, de là on démarre, on fait notre émission proprement. Alors les gens qui vont fournir ces choses doivent louer à des studios, c'est le numérique, c'est pas seulement WhatsApp, non, c'est la télécommunication, les réseaux. Et tout ça, il y a des opportunités monstres. Les fournisseurs d'accès Internet, je vois, ça va bouger par là. Le haut débit, les sociétés qui vont faciliter aux gens l'accès aux connexions dans les villages, par satellite ou par des réseaux câblés sur la fibre optique, je vois les choses évoluer dans ce sens-là. Parce que sans infrastructure, madame, le télécom, tout ce que vous dites là, c'est bien beau. Ça ne va pas évoluer. La capacité de téléphone dans ce pays n'est pas suffisante. Il n'y a que 40% de la population qui a accès aux services de télécommunication de base, ça s'appelle la pénétration mobile. Il n'y a que 19% des Congolais qui savent que l'Internet existe et pour la plupart 85% sur leur téléphone par une activation par mois. Et il n'y a que 1%, $1 par jour de transactions et c'est très très minime parce que le ARPU des télécoms c'est à moins de $3 par mois la moyenne et il n'y a que moins de 25%
du territoire congolais couvert par les infrastructures de télécommunications. C'est-à-dire la route est encore longue. Je vois les choses évoluer dans ce sens-là. D'accord. Très chers téléspectateurs, c'est par là que nous allons mettre un terme à cette émission. Et merci à vous, Monsieur Eric, d'avoir accepté d'être notre premier invité de ces numéros. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Non, surtout que vous m'avez empêché de dire beaucoup de choses, mais je respecte, je respecte votre ponctualité. Je dois dire ici devant la caméra que c'est la première émission qui a 1 heure de commencer et 1 heure de terminer, bien respectée. C'est-à-dire, ce n'est pas l'heure chronologique, mais le temps imparti, on ne va pas au-delà. Donc c'est moi aujourd'hui qui ai fauté parce que je suis allé au-delà de votre temps, alors je m'en excuse. Ok, mesdames et messieurs, restez branchés sur la chaîne Général Studio officielle pour ne rien rater de ces programmes hebdomadaires et je vous dis au revoir, à très bientôt.